Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à un autre épisode d'Une tasse de tech, un podcast sur la technologie qui vous rend, j'espère, heureux et enthousiaste. Alain McKenna est avec moi, je suis Pascal Forget et je suis toujours content de te parler, Alain, parce qu'il y a toujours des nouvelles qui se passent dans la technologie. C'était une grosse semaine cette semaine en plus parce qu'il y a du stock. Écoute, je regardais le plan pour l'émission cette semaine. Prenez des notes, les amis, c'est chargé. En plus, toi, tu as voyagé à l'événement pour la Nintendo Switch 2. Tu vas pouvoir nous conter des potins sur son utilisation. On n'est pas très gaming d'habitude, mais je pense que c'est quelque chose qui va plaire à beaucoup de monde. Entre autres, pour le nommer, il aime ça quand je le nomme au podcast, le fils de ma blonde se peut plus d'avoir des nouvelles de la Switch 2. On va parler aussi des 50 ans de Microsoft. On va parler d'Apple Intelligence en français. Intelligence Apple, est-ce qu'on l'a traduit? Je pense pas. Des AirPods Max qui passent à la haute résolution et 2 téléphones au moins. On va parler peut-être d'autres téléphones, mais on va parler du Lite 3, un téléphone minimaliste que j'ai entre les mains, que j'ai testé. Ceux qui veulent décrocher de la technologie, vous avez un petit appareil qui est très petit, très compact, qui rappelle un peu le BlackBerry en termes de format, très très chouette. Et tu vas nous parler de peut-être une aubaine, le Galaxy A36 5G. Qui est pas trop cher. Ben écoute, on n'arrête pas de parler de téléphone à 1000 $, donc celui-là, c'est quand même une belle nouveauté de Samsung. Il coûte moitié moins cher que ça. Et voilà. J'en profite... Vas-y, tu veux parler de ton livre. Pour vous dire que mon livre, dont j'ai parlé à la radio et à plein d'endroits toute la semaine, est en librairie. Donc si vous nous écoutez, si vous voulez sauver des sous, achetez-le, n'est-ce pas? Je peux pas dire ça autrement. C'est en librairie, ça s'achète en ligne sur le site des éditions La Presse. Payez moins pour votre télé, vos films et votre musique. Si vous l'achetez, 25 $, en 2 mois, vous vous remboursez. Même en 1 mois, dans mon cas, ça a été plus que ça. Mais vous allez facilement rentrer dans votre argent avec les petits conseils qui sont dedans pour optimiser votre utilisation et consommation de divertissement numérique. Pas seulement Netflix, Disney, ces choses-là, Spotify et tout le reste, mais aussi vos fichiers, vos stockages de fichiers à la maison. Comment on peut écouter la télé sans se ruiner, écouter sa musique. Il y a vraiment plein de bons conseils. Vous lirez le livre, vous amusez, vous m'en donnerez des nouvelles. En plus, tu vas être au Salon du Livre de Québec la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Mon Dieu, ben oui, tu fais bien de le dire. Dédicacer le livre et le si vous voulez plus cher. Ouais, venir jaser. En fait, je veux dire ceci, parce que la dernière fois que je suis allé au Salon du Livre, j'étais à côté de Pierre-Yves McSween qui avait une file d'attente de 10 km. Moi, j'avais 2 amis. Donc oui, venez me voir au Salon du Livre de Québec vendredi à 15h, vendredi prochain, le 11 avril à 15h. Si vous n'avez rien à faire, venez me dire bonjour. Ça va me faire plaisir parce que des amateurs, des geeks, des amateurs de tech, de techno, on ne se tient pas naturellement dans les salons du livre. Voilà. Donc c'est rare que ma foule est là. Venez faire un tour. Ben oui, entre autres choses, effectivement. C'est le fun de voir des humains, par exemple. Et si tu permets, on va mentionner, on parle beaucoup des tarifs américains, on parle beaucoup de la souveraineté de ces données. Il y a un hébergeur canadien, québécois, qui s'appelle Planet Hoster, qui vous permet, avec un code /UTDT, une tasse de tech, d'avoir l'hébergement de vos données au Canada, si vous le désirez. Contactez planethoster.ca/UTDT. Regardez les offres spéciales qu'ils pourraient vous faire. On va mettre l'adresse dans notre description de balado pour que vous puissiez cliquer rapidement et aller. Ils hébergent des sites web, ils hébergent des données, ils font du stockage en nuage. Ils ont d'ailleurs, ils étaient supposés, j'ai pas vérifié, mais on parlait récemment du lancement d'une solution VPN de leur part. C'est une entreprise de Laval, donc c'est canadien, c'est québécois, voilà. C'est local. Moi, mon site est hébergé, toi aussi, je crois, sur Planet Hoster. Et je suis très satisfait, j'ai eu du très bon service. J'ai eu un petit pépin technique, j'essaie toujours des affaires un peu flyées. Ils m'ont dépanné comme des champions et j'ai bien aimé ça. planethoster.ca/UTDT. Voilà. Les offres qu'ils peuvent vous faire. Pas cher, pas cher. On est, entre autres, dans le vif du sujet, Pascal, cette semaine, dans nos espressos de tech, il y en a pour tous les goûts. Ça commence par une mise à jour qui a fait jaser en début de semaine. Et ce ne sont pas les studios Ghibli là, que tout le monde... Je vais faire un éditorial, les amis. Mettez votre petit chapeau d'élève assidu et écoutez-moi bien. Papa Alain va vous expliquer quelque chose. Quand on critique l'utilisation par des intelligences artificielles de contenu de propriété intellectuelle particulière,
je pense qu'il est de mauvais ton de l'utiliser pour générer l'image qu'on décrit. Donc, tous les gens, tous mes collègues qui ont fait là, l'IA est pas fine, elle fait des images à partir de la signature visuelle de Studio Ghibli, et là, ils se mettent leur face en Studio Ghibli. Come on. Oui, mais c'est tellement Come cute! on. Je veux dire, les gens de Studio Ghibli sont pas contents. C'est une signature visuelle super apparente. L'IA, je pense que c'est celle d'OpenAI, je pense que c'est DALL-E qui a absorbé, qui génère des images. Et là, tout le monde dit « Ah, c'est pas correct de faire ça. » Et tout le monde le fait pour le dire que c'est pas correct. Pensez-y. Ce sera mon éditorial de la semaine. Pourquoi réfléchir quand on peut avoir Je des dis, images cute? dans l'équilibre entre le respect de la propriété intellectuelle puis le faux mot, là, trouvez votre balance, et je vais vous le dire, c'est pas celle-là qui est la bonne. Ce sera mon éditorial de la semaine. Écrivez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Ça me dérange pas, on va en parler. J'aime beaucoup, beaucoup. Les gens, là, t'es attends à la sortie de l'école, là, puis ils vont écouter de ta vengeance, de ta colère. Ben, j'ai des collègues, on est journalistes. Il y a des collègues là, qui sont des journalistes techno qui ont fait exactement ça. Puis je suis comme, mais come on, pensez-y. C'est drôle. En tout J'ai cas. regardé, j'étais curieux, mais je suis pas allé plus loin. J'ai juste fait, OK, ça existe, c'est possible, comme on peut le faire avec toutes autres choses, mais on peut essayer maintenant Apple Intelligence en français, Alain. Ben, c'est à ça que je voulais venir, oui, parce que la nouveauté, voilà. et ça, c'est un truc, parce qu'on peut critiquer Apple pour plein d'affaires. Mais là, ils ont lancé Apple Intelligence en français pour le Québec, et on peut y accéder maintenant sur son iPhone, sur son iPad, sur son Mac, avec la mise à jour de leur logiciel de le système d'exploitation respectif. Et je voulais dire, parce que ça inclut l'application Image Playground, qui permet de générer des images sur son mobile, sur son Mac, à partir d'une phrase, à partir de quelques éléments d'imagination. Et je veux dire ceci, au moins, ils ne s'inspirent pas, ils volent pas de propriété intellectuelle de personne dans cette application-là, qui a évidemment ses limites. C'est pas DALL-E, c'est pas... c'est quoi sur Discord? C'est pas Midjourney. Évidemment, on est loin de ça. Maintenant, c'est difficile. C'est très ludique. Chaque semaine, il semble avoir mais au moins, c'est ça. Au moins, ça ne franchit pas une certaine borne. Mais bref, allez-y, ça a été mis à jour. Donc, c'est iOS 18.4, macOS 15.4. On peut créer... Ça, écoute, ça vient... C'est comme du Gemini sur Android. Là, ça vient avec un paquet de sous-outils, dans le fond, qui sont intégrés. Ce qui est le plus apparent, c'est le résumé des alertes sur l'écran de votre appareil. Tout d'un coup, au lieu d'avoir le contenu ou un aperçu du texte, vous avez un résumé en français qui est presque bon. Je trouve que des fois, ça tourne les coins ronds un petit peu. On fait comme « Ah, mais j'aurais aimé ça savoir, tu sais, la nuance... » Parce que c'est souvent ça, dans le fond, quand tu parles d'un sujet sur 3-4 messages, à la fin, c'est plus le sujet qui est important, c'est la twist. C'est où est-ce que tu es rendu sur le sujet. Et ça manque un peu. Mais semble-t-il que c'est la partie d'Apple Intelligence qui a été repoussée à l'année prochaine parce qu'on n'arrivait pas à l'intégrer à la série comme du monde. À suivre. Mais c'est amusant. Il y a des outils d'édition et de synthèse, des synthèses, je disais, mais de création de contenu aussi qui sont pas si mal. On intègre, pour les 3 personnes qui en ont un, Apple Intelligence au casque Vision Pro. Je pense que ça devrait simplifier l'interface. Il va falloir l'essayer. J'ai pas eu le temps de l'essayer. Je vous en reviendrai si ça fait une différence, mais ça devrait être plus naturel dans un environnement de réalité augmentée de parler et d'interagir vocalement avec l'appareil plutôt qu'avec les doigts et le clavier par Bluetooth. Et il y a plein d'autres éléments. La liste qu'on a dans le plan, Pascal, oui, est quand même assez longue liste. On ne va pas tous les nommer, mais entre autres, une baguette graphique qui permet de créer des images dans l'app Notes à l'aide du contexte écrit ou visuel d'une note. Donc, tu peux dire avec ta petite baguette, écrire des trucs. Il y a des emojis encore plus amusants. Ouais, on peut créer nos propres emojis. C'est comme vous voulez, n'est-ce pas? Quand tu es un adulte, il me semble que c'est moins un argument de vente, mais ouais. Qui suis-je pour juger? Je juge. Je veux dire ceci, une différence entre Apple Intelligence et peut-être Gemini ou Gemini Live, c'est que Apple le dit, tout ce qui se passe sur Apple Intelligence reste sur soit votre appareil à vous, donc ne va pas sur Internet, ou se passe sur des serveurs d'Apple qui sont eux-mêmes très confidentiels, très chiffrés. Il n'y a personne qui sait ce que vous faites. Tant que vous n'allez pas au stade où on vous dit est-ce que vous voulez parler avec ChatGPT? Ça arrive plus loin dans les fonctions plus poussées. Et ChatGPT reçoit vos informations, sauf si vous inscrivez comme votre compte utilisateur d'OpenAI de façon chiffrée et anonymisée. Donc, même si vous allez sur ChatGPT avec votre iPhone et que vous... En fait, ce que me disaient les gens d'Apple l'autre jour, c'est que si vous allez sur ChatGPT à travers Apple Intelligence et que vous n'avez pas identifié
si vous n'avez pas utilisé votre compte OpenAI quelque part dans les réglages, c'est plus sécuritaire que d'aller directement sur ChatGPT parce que c'est anonymisé, donc ils ne peuvent pas vous retracer. C'est quand même pas rien. Écoute. Donc ça, c'est un plus pour l'intelligence sur les produits Apple. Mais c'est pas Gemini Live qui va plus loin, mais au moins, et dans les deux cas, je veux dire ceci, on n'est pas non plus tellement certain de leur réponse qu'on peut comme partir ça et prendre ça pour du cash. Si vous avez des questions sérieuses et très importantes, vérifiez la réponse parce que ça se peut que l'intelligence artificielle, des fois, erre. Comme eux, ils disent, elle hallucine. Mais bon, bref, ça arrive. Elle délire. Je pense Elle que délire. délirer serait pas mal parce qu'on parlait en anglais de bullshit dans certains cas parce que halluciner, c'est trop poli. Parce que dans le fond, c'est pas juste une hallucination, c'est pas intelligent. C'est carrément une erreur. Ben oui, c'est carrément n'importe quoi. Erreur, donc c'est plus quelque chose comme ça. Je te suggère, puisqu'on est dans Apple, qu'on parle tout de suite du nouveau câble pour les AirPods Max. Ben certainement. On peut faire tout de suite le saut d'Apple à Apple. C'est une autre chose qu'on va devoir mettre à jour. Son casque Apple AirPod Max, excuse-moi, on peut maintenant le brancher avec un câble USB-C à 1.8. Ouais. 1.8. Les petits 3,5 mm, ben oui. Il y a eu une mise à jour, dans la même mise à jour qu'Apple Intelligence, il y avait la mise à jour du micro-logiciel des AirPods Max pour accepter un signal sans perte 24 bits, 48 kHz, qui est comme un bon signal, c'est une très haute qualité sonore, sans perte, sauf que ça prend le fil, le câble, comme tu le dis, et jusqu'ici, les nouveaux AirPods Max, ceux avec le port USB-C, ne permettaient pas de brancher les AirPods et d'avoir un signal sonore à travers le fil. Donc, c'est un petit peu un manque assez criant. Et là, on a corrigé ça. Donc là, tout à coup, les AirPods Max deviennent un casque d'écoute d'une coche au-dessus en termes de qualité. Déjà, les sonorisations étaient bonnes. La mobilité de la chose, la connexion avec les produits Apple, on le sait, est très bonne. La qualité sonore est correcte. Il n'y a pas d'égalisateur. On ne peut pas personnaliser la qualité, le signal sonore. Ça, c'est un truc que je reproche à Apple depuis le début des temps. Ils n'ont jamais pensé à... On peut comme demander style pop, rock, jazz, classique, réduction des basses. Mais on ne peut pas choisir nous-mêmes nos propres réglages. Je comprends la logique d'Apple qui a toujours été comme ça. Là. Ils nous prennent par la main, mais on aimerait ça des fois personnaliser les choses. Il n'y a rien qui empêcherait d'avoir un petit égalisateur qu'on peut régler nous-mêmes, mais ça, il ne l'a pas. Mais à part ça, avec cette nouveauté-là, on complète quand même, on comble un manque sur les AirPods Max. Il y a un truc, parce qu'en début d'enregistrement, j'essayais de brancher mes AirPods dans mon micro pour faire le podcast ici. Et j'arrivais pas à avoir le son. Donc, c'est pas nécessairement tout le temps... C'est pas tout le son sans fil. Il y a comme des réglages. Il faut que ce soit sur un ordinateur Mac directement, je pense. Je sais pas si on peut jouer, si on peut gamer sur une PlayStation avec le fil, parce que je l'ai pas essayé. Puis là, ce que je comprends, c'est que ça veut pas dire que ça va marcher parce que le fil, tout d'un coup, est là. Fait que vérifiez ça. C'est ça, il va falloir que je l'essaie, moi, USB-C à USB-C. Si c'est il y a aussi ça, voilà, exactement. La plupart des écouteurs, tout simplement, tu prends n'importe quel fil USB-C à USB-C, tu peux écouter, c'est détecté automatiquement. Si les AirPods Max font ça, ce serait vraiment fun, ça permettrait de les utiliser sur n'importe quel ordinateur et de garder la charge en même temps. Parce que souvent, tu écoutes ta musique, tu charges en même temps, c'est pas mal comme option. Faites la mise à jour de vos AirPods Max. C'est étonnamment populaire comme écouteur. Quand je vois des gens... On en voit partout, ben oui. À 700-800$, des jeunes avec des écouteurs à 700-800$, je fais « Ouais. On n'a plus les budgets. » C'est le fameux gag des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un appartement, mais qui ont quand même les moyens de s'acheter des AirPods Max. Écoute, pas là-dessus. C'est sur la terrasse, là, sur la terrasse, c'est belle la vie, là, Richard Martineau qui a fait un petit scandale comme ça. Très, très drôle. Est-ce qu'on parle de Galaxy A36 ou on remonte et on parle de la Switch 2? Écoute, on va finir avec la Switch 2 parce que, étant donné que je suis allé, on va pouvoir échanger. Ça, c'est une petite nouvelle. Samsung l'a annoncé la semaine dernière, le nouveau téléphone Galaxy A36 5G. Vous savez, on présente toujours les modèles phares des gammes de téléphones, l'iPhone 16. On a parlé de l'iPhone 16e, on a parlé du Pixel 9, et là, on a le Pixel 9A qui s'en vient d'un jour à l'autre. Chez Samsung, il y a le Galaxy, évidemment, le Galaxy S, qui est toujours la gamme très haut de gamme de Galaxy. Et là, il a été présenté cette semaine le A36, qui est le milieu de gamme, qui est vraiment le produit pas cher chez Samsung de Galaxy, à 530$. C'est moins cher que le Pixel 9A. Je pense que Samsung a catché quelque chose, a compris quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont reprendre des parts de marché perdues du côté de Google, en tout cas. Parce qu'on parle d'un appareil qui donne accès à pas mal toutes les fonctions de Galaxy S, notamment Galaxy AI, qui est la suite d'outils d'intelligence artificielle, non seulement de Samsung, mais qui intègre aussi les trucs que Google intègre lui-même dans Android. Donc, vous avez tout ce qu'il faut de ce côté-là.
Il y a évidemment tous les outils de retouche photo, la fameuse fonction d'entourer pour chercher sur une image, sur son écran. On l'a amélioré, on dit qu'on peut maintenant reconnaître des numéros de téléphone, des adresses de courriel, des URL, des adresses web, donc pour aller plus rapidement à l'action. Et on n'a pas besoin de sortir de l'application pour faire tout ça. On le fait à une saisie d'écran, à même l'écran, ça se fait on peut identifier des chansons aussi qui jouent dans notre environnement. Je pense pas que ça prend une IA. Shazam le fait depuis des années, mais bon, c'est dans l'air du temps, semble-t-il. Même appareil photo, là, haut de gamme, qui a bien d'autres téléphones avec un capteur de 50 mégapixels. Il y a trois objectifs, pardon. Et il y a évidemment tous les outils d'édition de photos qu'on peut imaginer. 128 Go de stockage, qui est correct, on ne va pas s'énerver avec ça. La puce Snapdragon 6 génération 3 n'est pas la plus récente, nécessairement. La gamme 6, c'est pas... là, la haute gamme, c'est la gamme 8. Donc, on est vraiment 2 coches en dessous. Mais on garantit 6 mises à jour, donc 6 ans d'utilisation. 6 mises à jour d'Android sans problème sur l'appareil. Une batterie de 5000 mAh. Dans l'ensemble, si vous cherchez, si ça vous tente de pas de payer une fortune pour un téléphone, c'est un choix tout à fait recommandable, j'ai l'impression. Sur papier, là. Voilà. Est-ce qu'on tombe dans la nostalgie, Alain? Rapidement, qui a eu Ça me 50 ans tombe cette dans semaine? 50 ans cette semaine. Microsoft. Microsoft, mesdames, Oh là messieurs. là. J'ai fait une brève dans la presse là-dessus avec la photo de l'équipe de Microsoft de 1978. Le temps a passé. Bill Gates c'était un gamin, hein? C'était un ado. Oui, il n'était pas beaucoup plus vieux que nous, en fait. Écoute, ça a été créé le 4 avril 1975 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. C'est très drôle parce que c'est là que Breaking Bad se passe, non? Écoute, le Nouveau-Mexique, clairement, il s'est passé des choses là, oui, dans les 50 dernières années. Évidemment, Microsoft a déménagé ensuite à Redmond, en banlieue de Seattle. Mais ouais, c'était créé dans un environnement qui ne connaissait pas l'hiver, je veux dire ça comme ça. La première chose que Microsoft a fait, c'est créer MS-DOS, le fameux système d'exploitation comment on dit ça? À base de texte, il n'y avait pas d'interface graphique à ce moment-là. Ensuite est né évidemment Windows, Office. Il y a eu bien des affaires en 50 ans. Je disais à la blague, si vous vous rappelez, du Zoom, qui n'a pas été le succès escompté. Et je vais vous dire ceci, à l'époque, au début du millénaire ou à la fin du précédent, je ne sais plus à quelle année c'est arrivé ça, mais ils ont inventé la montre intelligente avant tout le monde, Microsoft. Oui, qui captait la les ondes Spotwatch, qui était connectée exactement aux ondes qui n'étaient pas cellulaires à l'époque, qui étaient littéralement, mais il fallait évidemment être dans la radio FM, à la portée. C'était une sous-porteuse des ondes FM, et donc tu recevais tes messages, tu t'inscrivais, et ta montre captait la radio FM et la sous-porteuse des fréquences, et ça fonctionnait à Montréal, donc c'était très drôle, tu recevais tes notifications, ça prenait un gros délai, le taux de transmission de données était épouvantable, et t'imagines que les données de tout le monde étaient diffusées. C'était pas chiffré, c'était pas... mais c'était des données... En tout cas, bref, c'était le début. Ta montre qui captait tes messages, mais n'importe qui pouvait capter ce signal-là, puis probablement, j'imagine, décoder les messages qui étaient envoyés. Ça n'aura pas duré longtemps, ça a duré 2-3 ans, je pense. La montre la Spotwatch. Ça a arrêté de fonctionner. Le Zune, pour ceux qui sont trop jeunes ou ne se souviennent pas de cet éclair, ce passage, ce météorite dans la vie technologique, c'est un lecteur de MP3 qui... C'était l'iPod de Microsoft. Ben oui. De Microsoft qui était brun. La couleur brune. Brun-bronze, non? Un peu, quand même. Ouais, mais c'était plus... Ça venait avec le logiciel sur Windows. C'était compliqué. C'était pas... L'idée était bonne. C'était un produit qui était en principe séduisant, mais Microsoft... il n'arrivait pas du même monde. C'est pas une entreprise qui vient du divertissement. C'est une entreprise qui vient du logiciel de bureau. Donc, il n'y avait pas le même... c'est pas fluide, leur affaire. C'est un beau produit, par contre. Oui, c'était un beau produit, mais l'esthétisme, c'était Russie 1980, là, c'était très carré, c'était très joli, c'était très solide, c'était bien fait, mais encore une fois, le iPod avait une énorme longueur d'avance. C'est drôle parce que moi, pendant des années, j'ai appelé Microsoft l'empire monopolistique du mal dans la Revanche des Nerds. Ça faisait bien rire les gens parce qu'à l'époque, Apple était une compagnie qui était ouverte, avec des standards. Émergente, ben oui. Tout branchait, tout marchait. Et là, mystérieusement, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression. Microsoft collabore avec tout le monde, tout est beau, tout marche. Et du côté d'Apple, mystérieusement, l'emprisonnement Apple commence à se refermer de plus en plus. Par exemple, pour mettre à jour ton casque
Les AirPods Max, bien Les sûr. AirPods Max, voilà. J'en Mhm. bafouille. Tu as besoin d'un appareil Apple, tu peux pas le faire avec un appareil d'une autre marque, et ça, c'est un peu limitatif, évidemment. Si tu veux avoir des AirPods Mhm. Max, ça te prend un appareil Apple. Ben, cela dit, on entend. Quoique, non, on peut faire la mise à jour. On Je ne sais pas si on peut peut, faire la mise à jour des écouteurs Surface ailleurs que sur un PC. oui, mais encore une fois, Microsoft, en général, a plus d'ouverture, plus de compatibilité Ben, avec les autres ils font dans plateformes. l'open source et dans le. Oui, effectivement. Ils ont une autre approche, effectivement. Ils sont quand même deux très, très, très gros géants du numérique. Il n'y a pas de doute. 50 ans plus tard, c'est quelque chose quand même de voir ça aller. Et j'avais une autre petite nouvelle, si on veut parler d'historique, le fin du Blue Screen of Death, Ah oui, oui, l'écran oui. bleu de la mort, avec la mise à jour Windows 11 24H2, on la remplace Mhm, par un écran noir. Je trouve ça très drôle. Et on enlève le petit emoji du bonhomme triste. Je ne l'ai pas encore vu encore. Il faut que je mette à mhm. jour mon PC. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des écrans bleus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. T'en as vu un Moi, je vais te dire récemment? ceci. T'as de Ben, la en fait, chance. ma copine, son ordinateur de bureau, c'est un portable Windows. Puis quand elle démarre pour se connecter au réseau du travail, c'est du texte gris sur fond bleu, comme l'écran bleu de la mort. Mais à chaque fois que je regarde, puis que je la vois, puis j'ai l'impression que son ordinateur vient de planter. Donc, ça laisse une trace, ces choses-là, profondes. Parce que quand Les tu gens qui ont regardais ton écran, vécu l'écran bleu de la mort, on s'en remet pas tout le temps. En tout ça va cas. être un écran noir, bien hâte de voir. Si je... Hmm. Non, en fait, j'ai pas hâte de le voir en tout. Tu Je veux veux pas pas le avoir de voir. Idéalement, plantage. tu veux pas le voir. Mais si jamais, ça, j'imagine c'est plus apaisant, plus minimaliste, comme le téléphone dont je vais parler dans quelques minutes. Voilà. Mais avant, allons dans le vif du sujet. La grosse annonce cette semaine, c'était le lancement par Nintendo de la prochaine génération de sa console Switch. Et là, jusqu'à la dernière minute, il y avait plein de rumeurs. Est-ce que ça va être la Switch 2? Est-ce que ce sera autre chose? Ben, c'était évidemment la Switch 2. Sur la documentation et sur tout le reste, il y avait un gros 2. Donc, c'est clair qu'on ne voulait pas faire dans la subtilité. Je ne sais pas si tu as regardé la présentation qui était diffusée en direct et en ligne. J'ai pas regardé la Euh, présentation, j'ai lu le communiqué, par exemple, j'ai pris des notes. Est-ce qu'on parle tout de suite du prix? Ça, c'était quelque chose qui était qui suscitait beaucoup. Combien d'argent de poche on allait devoir mettre? Combien ça allait coûter la Switch 2 au Canada? 630 Ouais, 629,99. 700 dollars avec Mario Kart World, la nouvelle version de Mario Kart qui va être intégrée et qui comprend une visite à travers le monde. C'est plus un monde ouvert maintenant, ce jeu. Donc, on peut explorer davantage. Il y a un mode où on peut compétitionner contre plein de gens en ligne, évidemment, le mode multijoueur. Sans multijoueur, Mario Kart ferait pitié un peu quand même, on s'entend. Fait que Niveau 700 technique, voilà. ouais, 700 dollars pour incluant le jeu. Il y a une caméra USB-C vendue en accessoire qui, je pense, 80 dollars, qui est quelque chose comme ça. On me disait chez Nintendo, parce qu'il y a des fonctions là, de reconnaissance d'image à travers une caméra. Si vous avez une caméra USB-C compatible, vous n'avez pas besoin de l'acheter, celle-là. Vous pouvez profiter des mêmes fonctions avec la caméra en tant que telle. On m'a pas expliqué pourquoi on n'a pas juste intégré la caméra dans la console directement, parce que les téléphones, tous les appareils mobiles de nos jours ont une caméra. Là, on n'a pas fait ça. Ça rend donc la caméra moins mobile. C'est vraiment pour une expérience, à mon avis, qu'on veut plus voir se faire dans le salon. Donc, on branche sa console à son téléviseur, on branche la caméra, et là, on a un mode qui s'appelle Game Chat. Donc, ça vient avec un nouveau bouton, la touche C sur la console, et on l'a vu, on l'a revu, on en nous a parlé beaucoup. Donc, si vous vous demandez c'est quoi l'essentiel de la nouveauté pour Microsoft, c'est toute la partie sociale intégrée à leur jeu désormais. Game Chat, c'est évidemment, on peut clavarder, mais en fait, on peut dialoguer parce que c'est en mode audio d'abord. Jusqu'à 12 personnes peuvent entrer dans une conversation Game Chat audio. 4 personnes en vidéo. Tous ces gens-là peuvent partager leur écran. Donc, quand vous voyez les écrans de vos amis sur votre écran, vous avez votre propre écran à vous et vous avez en mortaise en bas l'écran, dans le fond, là où les joueurs sont rendus de leur côté. Vous pouvez échanger ça, intervertir ça, on peut jaser, on peut évidemment faire plein de trucs. Et la caméra agit, et c'est là où j'ai peut-être manqué un petit bout, mais il me semble que c'était comme le faisait la Kinect sur Xbox, mais je ne sais pas si on l'a vu chez Nintendo autrement, mais on peut s'intégrer dans des jeux. Et là, il y a un jeu qui était, bon, c'est Super Mario Jamboree, ou Super Mario Party Jamboree qui a été présenté sur place, où on peut effectivement être jusqu'à 4 personnes devant le téléviseur, devant la caméra, et là,
haut de corps est intégré, incrusté dans le jeu. Et là, il faut faire des mouvements, il faut faire des choses, et on peut interagir comme ça avec l'interface du jeu, comme le ferait la Kinect à une autre époque. Et les gens de Nintendo étaient très excités de présenter tout ça. Et c'est drôle parce que il y a un autre truc aussi que je vais dire tout de suite après qui renforce ce que je suis en train de dire, c'est que on n'a rien inventé avec la Switch 2, puis on a regroupé pas mal toutes les interfaces, toutes les façons de jouer qu'on peut imaginer, et on les a toutes mises dans une seule console, en fait. Parce que l'autre nouveauté, c'est les contrôleurs, les Joy-Con 2, qui maintenant adhèrent magnétiquement aux côtés de l'écran, qui fait 8 pouces. Écran OCL, il va certainement avoir une Nintendo Switch 2 OLED dans 3 ans qui va être mise en vente un petit peu plus cher. Et ces contrôleurs-là, ont des gyromètres, des accéléromètres. On peut les utiliser comme les contrôleurs classiques, comme des appareils pour capter le mouvement, mais aussi, on les dépose sur une surface plane, et là, on a des souris. On a une souris comme un ordinateur. Et ça, c'est la grosse nouveauté de ce côté-là. Ça donne des... moi, l'exemple que j'ai utilisé, parce que c'est le jeu que j'ai testé avec ça, c'est Civilization 7, qui est un jeu issu d'un environnement PC, donc avec des fenêtres, des petits X sur lesquels cliquer avec son pointeur de souris pour fermer, puis ainsi de suite. Et sur console, c'était donc pas commode, mais là, avec une souris, tout d'un coup, ça devient plus facile. On l'utilise un peu comme sur un PC. Et c'est ça qu'on voulait recréer avec ce contrôleur-là, cette nouvelle interface-là chez Nintendo. Et ça ajoute cette dimension-là. Donc, on imagine qu'il va y avoir plus de jeux qui vont l'utiliser dans les prochains mois. On parle de trentaine de nouveaux titres qui ont été dévoilés, là, des titres assez pour tous les âges, je veux dire ça, et pour tous les goûts, clairement. Il y a des variantes de Zelda. Il y a Hyrule. Il y a une exploration du monde autour de l'environnement des jeux Zelda qui s'appelle Hyrule. J'ai oublié le deuxième. Ça a deux mots. Ça a deux mots, le nom, j'ai oublié. Mais il y a ça. Il y a Cyberpunk qui était là. Il y a beaucoup de stock, là. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ça va être intéressant de voir si les gens vont se précipiter. Mais c'est assez intéressant. On peut évidemment jouer les jeux de la Switch 1. Ouais. Oui, ça c'est amusant. Dès le 5 juin, ça va être offert au Canada. Et il y C'est a... ça, tu parlais de jouer de rétrocompatibilité, quelque chose qui est bien Exact. fun. Ceux qui ont une Switch tout court, vont-ils pouvoir jouer avec leur jeu? Il y en a plus de 10 000 pour la Switch, je savais pas ça. Quand même. Il semble qu'ils vont pouvoir jouer. Les jeux Nintendo officiels vont, en très grande majorité, pouvoir être jouables avec la Switch 2, simplement en le branchant dedans. Pour les jeux des partenaires Nintendo, il y en a quelques-uns qui ont des problèmes. Donc, encore une fois, ceux qui sont fanatiques d'un jeu en particulier vont devoir vérifier sur les forums. Mais des correctifs pourraient être offerts. Puis il y en a déjà des correctifs. Et il y a aussi Nintendo qui lance des jeux avec édition spéciale pour la Switch 2, qui ont une résolution plus élevée, des fois des fonctionnalités supplémentaires, des meilleurs graphismes, entre autres, surtout pour que ce soit joué, parce que la Switch 2 a un écran HD 1080, c'est une petite note ici, un trépied amélioré, donc ceux qui veulent le poser devant eux pour jouer avec les petits contrôleurs, et on peut utiliser des cartes micro SD express pour augmenter le stockage si on veut garder plus de jeux dedans. C'est des cartes qui ne coûtent pas très cher, il faut juste s'assurer que c'est des cartes micro SD express pour la vitesse de transfert qui est nécessaire pour jouer de façon fluide aux différents SDXC, exactement. Il y a aussi en fait, on a promis qu'on verrait ensuite à refaire le eShop, qui est la principale critique que les gens ont par rapport à l'environnement Nintendo, parce que la boutique de jeux, c'est essentiellement une page web qui, bon Dieu, qu'elle a besoin d'un peu plus d'amour. Et on a ajouté aussi, parce que dans les accessoires, il y a un nouveau contrôleur, un Pro Controller qu'on appelle, qui est comme un contrôleur plus classique de console. Et il y a un contrôleur spécial style GameCube rétro, parce qu'on a aussi créé une boutique de jeux GameCube inspirée évidemment de la console GameCube du début du millénaire, là, qui sont intégrés donc à la Switch 2. Donc plus de stock encore pour les gens qui aiment les jeux rétro. Tu disais tantôt, l'écran comme tel sur la console est en pleine HD 1080p avec HDR, donc l'espèce de norme de contraste et de luminosité. Et si on se branche un téléviseur, là, on peut monter en upgradant en mode 4K, également avec HDR. C'est quand même une belle bébelle. Écoute, pour le prix, c'est un beau jeu, c'est un beau jouet, c'est une belle console. On va aller chercher, j'ai l'impression, des gens qui n'ont pas la Switch 1, surtout, qui s'ennuient peut-être de la Wii, qui s'ennuient peut-être de l'environnement de jeu de Nintendo des générations de consoles précédentes. Ça va être intéressant de voir comment les consommateurs vont accueillir cette console-là. Moi, je disais, tout coûte cher.
Puis c'est le Je produit le plus l'aurais. cher. Encore une fois, si on vise un public, puis encore une fois, ce que je vais dire là, je ne veux pas dire un public jeune nécessairement. Je pense que Nintendo a un marché plus familial, disons ça comme ça. Mhm. Des jeux moins violents, des jeux plus sympathiques, disons, faciles d'accès. Et c'est très bien comme ça. Mais là, c'est 700$ pour la console avec le jeu Mario. Ensuite, c'est plus de 100$ par jeu. Je pense que ça va être intéressant. Sachez que dans beaucoup de bibliothèques, il y a des jeux qu'on peut emprunter. Ça peut être C'est une vrai. façon de s'en sortir. Tu C'est parles vrai. de Bon payer point. moins. J'ai réalisé à la Bibliothèque municipale de Montréal, à la BANQ, la Bibliothèque nationale. Mhm. Wow, il y a toute une collection de jeux qui étaient disponibles, qu'on pouvait emprunter pendant quelques semaines. Essayer un jeu, si on l'aime, on l'achète. On peut l'acheter d'occasion éventuellement. Mais c'est très, très le fun de tester des jeux, avoir de la nouveauté. Bien hâte de voir. Ouais. La question du prix des jeux a fait sourciller. Rapidement, Oui, après la fin de la conférence, ça a fait sourciller. C'est même devenu un sujet qui était dominant là, sur les réseaux sociaux. On disait 60-70$ américains pour les jeux physiques oui. et numériques. Ça varie selon le jeu. Ça va jusqu'à 100$ canadiens. Mais ce qu'on m'a dit chez Nintendo, parce qu'on a réagi rapidement, on dit ça, 100$ américains, on n'a pas encore finalisé les prix canadiens. Ça laisse un petit peu de marge. Ouais, Mais c'est quand même ça pas des jeux risque. à 40$. C'est ça, ça va faire mal, j'ai l'impression, sur un budget d'un ado, sur un budget d'un Ben jeune. oui. Ça fait Ben oui. ça commence à faire des beaux cadeaux d'avoir 100 quelques dollars pour un jeu. Et j'imagine qu'il y a des jeux peut-être qui vont être abordables, mais ça va être des jeux moins, qui vont être moins de qualité de jeu. Maintenant, il y a des jeux triple A, des jeux de Ouais. très grand déploiement qui sont plus coûteux. Ça va probablement être des jeux moins, qui vont être moins longs à explorer, disons-le comme ça. Exact. À suivre, donc, 5 juin, tu le disais tantôt, à partir de 630$, Switch 2. Ça fait le tour de nos espressos. Celui-là, c'est un allongé, vous l'aurez compris, de cette semaine. Je vais littéralement aller chercher ma tasse de café qui est là. Je vais prendre une petite gorgée, prendre une petite pause. Et on revient dans un instant avec nos gadgets de la semaine. Pascal, ton téléphone m'intrigue drôlement. J'ai Ah hâte que tu oui, nous en parles. c'est très, très, très amusant. Le Restez avec nous. L'iPhone 3. On parle de ça tout de suite à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Ben, nous sommes de retour à une tasse de tech, bien sûr, comme à chaque semaine et comme à chaque fois qu'on parle avec Pascal de nos nouveautés de la semaine. Tu as quelque chose de surprenant sous la main. J'ai hâte que tu nous en parles. Un téléphone qui a tout sauf l'apparence d'un téléphone. En Oui, fait, qui a tout sauf l'apparence d'un téléphone. oui, ben c'est le LightPhone 3 qui est la suite du LightPhone 2 que j'ai aussi testé il y a quelques années, qui a été lancé en 2019 pour le LightPhone 2. Le LightPhone 3 est une super belle amélioration. C'est un téléphone qui se veut minimaliste. Ceux qui nous regardent sur YouTube en ce moment, vous voyez l'interface, elle est très très simple. C'est Directory, Hotspot, Note, Podcast, Phone, alarme, c'est qu'un menu, il n'y a rien d'accrocheur là-dedans, il n'y a pas d'icône, pas d'emoji, pas rien de festif. L'écran est noir et blanc. Et pourtant, c'est un écran couleur, c'est un écran OLED couleur, mais toute l'interface est en noir et blanc pour être moins accrocheuse. C'est un téléphone qui, l'écran a 3,9 pouces de diagonale, il est tout petit. Ça rappelle le BlackBerry. Ben, ça rappelle le Zune, en fait. Ah! Parce qu'on en parlait tantôt, puis je me disais, il me semble, j'ai vu ça récemment. Ça avait un petit peu cette forme-là, Oui, le Zune chez tu as tout Microsoft à à fait l'époque. raison. Il y a quelque chose qui évoque un design très minimaliste, très bien fait. Écoute, il y a une petite couronne sur le côté qui permet de changer la luminosité de l'écran. Et ça, c'est très, très drôle pour pas se faire éblouir. Je me dis, tu as une couronne juste pour ça. Tu peux aussi t'en servir pour allumer la fonction lampe de poche. Fait que tu as une couronne juste pour ça. Pour déverrouiller le téléphone, tu as un bouton sur le dessus pour ouvrir et un deuxième pour activer l'écran, pour être certain que tu peux pas compulsivement juste ouvrir le bouton pour ouvrir l'affichage. Il faut vraiment que tu appuies sur 2 boutons. Il y a un lecteur d'empreintes digitales qui permettrait de le déverrouiller avec un peu plus de sécurité, mais en ce moment, cette fonction-là n'est pas activée. Tu mets ta SIM dedans. Ce que tu peux faire, c'est pas grand-chose, parce que c'est pas Android, c'est pas iOS. Non, mais c'est volontairement, c'est fait comme ça pour avoir un nombre très limité d'applications et tu contrôles l'installation de ces applications-là avec une interface sur le web.
Hum. Et ça, je trouve ça fantastique. Au lieu de bidouiller dans ton téléphone pour ajouter des applications ou des trucs comme ça, tu te connectes avec ton compte sur ton ordinateur, tu choisis les applications que tu veux. Tu peux enlever le bloc-notes si tu veux pas le voir, tu peux enlever le lecteur de musique si tu veux pas le voir, tu peux enlever le lecteur de podcast si tu veux pas le voir, et ainsi de suite. Tu choisis uniquement la dose d'applications que tu désires en fonction de ton désir d'ascétisme et de minimalisme. D'ascétisme, hein? Ben ouais, je sais pas, j'avais le goût de glisser le mot. C'est correct, ça. Je pense qu'en plus, je l'ai utilisé de façon correcte et appropriée. Ben absolument, tout à fait. C'est juste qu'on l'entend pas Écrivez-moi. souvent. Je suis content. Et que, Je suis là je moi, pour sais, les non, non, les mais mots rares. les gens s'imaginent que j'ai... Non, non, je suis pas pire côté vocabulaire. Et donc, tu as aussi un bouton pour prendre des photos. Ça, c'est une nouveauté du l'iPhone 3. Tu as un bouton ici qui est dédié, qui permet d'appuyer, encore une fois, sur le bouton pour prendre des photos, filmer. Tu peux prendre des selfies avec. L'appareil photo est très simple. C'est pas ça qui va remplacer la caméra du iPhone, d'un téléphone Samsung ou d'un téléphone OnePlus et tout. Mais, écoute, on est en 2025, c'est un capteur 50 mégapixels, ça fait très bien le travail. C'est pas, encore une fois, des photos extraordinaires. C'est pour ça qu'on va acheter l'appareil. Et si jamais tu as besoin de prendre une photo, tu peux le faire. Tu as des limites, évidemment. La musique, il faut que tu l'installes en MP3. Il n'y a pas de compatibilité avec des services de musique. Et ça, je trouve ça très triste, parce qu'un téléphone minimaliste qui me permettrait d'écouter de la musique avec Spotify, par exemple, Apple Music ou un service musical quelconque, mais encore une fois, avec des MP3, tu payes moins. Voilà. Alain, c'était ça le message. Pointait le signe de payer moins. On peut payer moins. Ben, télécharger vos MP3. Ouais, effectivement. Mais ceux qui veulent de la musique pourraient télécharger, mais encore une fois, quand on télécharge, il faut y payer à un moment donné. Oui. Ou convertir juste une fois. le CD. C'est ça. Une fois que c'est fait, c'est payé une fois. Ceux qui s'appelaient, tu transfères dans ton téléphone, tu as 128 gigs de stockage, tu as 6 gigs de RAM pour les détails techniques et compagnie. Encore une fois, c'est un système d'exploitation propriétaire, donc tu n'as pas besoin, je ne parlerai pas des performances et tout, très minimaliste, fonctionne très bien. L'autre chose que tu peux faire, c'est partager ta connexion. Donc, tu peux partager le réseau. J'ai eu quelques cafouillages là-dessus parce que l'inconvénient du l'iPhone, la plus grosse lacune en tant que personne qui fait des chroniques sur la technologie puis qui s'intéresse, ben, tu n'as pas d'application pour contrôler ta montre intelligente, par exemple. Tu n'as pas d'application pour ta domotique. Tu n'as pas d'assistant Google. Tu perds beaucoup. J'ai voulu déverrouiller un Bixby. Ben, pas d'application pour déverrouiller. Il faut aller à la borne. Et tu veux un Uber, tu n'as pas d'application pour Uber. Est-ce qu'on peut payer avec? Y a-t-il une fonction de paiement sans contact intégrée? Tu as le NFC qui est intégré, donc ça serait possible d'avoir du paiement mobile, mais pour qu'il y ait un paiement mobile, il faut que ce soit compatible avec les banques et compagnie, puis il faut que tu fasses des contrats banque par banque. Alors avant que ça se rende au Canada, je suis pas sûr qu'on peut acheter ça en se disant « il va y avoir un jour des paiements mobiles ». À moins que ça se simplifie, évidemment. Fait que tu as beaucoup d'irritants comme ça, mais en même temps, c'est fait pour ça. C'est fait pour décrocher. Ah oui, ben voilà, c'est ça. C'est fait pour avoir une vie minimaliste au milieu d'une forêt et prendre des appels, envoyer des textos. Tu as un clavier tactile, là, tu peux toucher et composer avec un vrai clavier. C'est pas un clavier T9 là, comme avec les téléphones Nokia, parce que l'alternative, c'est d'acheter un bon vieux téléphone Nokia et puis de s'en servir comme téléphone minimaliste. Mais là, tu as l'avantage d'avoir certaines fonctions modernes. L'interface, pour l'instant, n'est qu'en anglais. Et on met de l'avant le fait que tu peux faire de la dictée vocale. Sauf que comme c'est qu'en anglais, si tu veux faire de la dictée vocale en français, ça fonctionne pas encore. Ça aurait, encore une fois, simplifier la prise de notes, ça permettrait de simplifier la dictée de messages. J'ai pu envoyer des textos, j'ai pu recevoir des textos. Ça a pris quelques heures, étrangement, pour que le service se déplace. Et ça, il semble que c'est tout à fait normal. Là. C'est pas un problème du téléphone, c'est juste le temps que ça se déplace. Fait que c'est une expérience assez mitigée, surtout que combien tu penses ça coûte, ce téléphone-là? 479 $. Ouais, ça malheureusement, c'est le prix américain. C'est Pour vrai? Non, c'est plus que ça. Il est en pré-vente à 599 américains. Oh, ben c'est pas loin de 1000 $. Ouais. Et c'est 860 canadiens. Ça va être presque 1000 $ à plein prix au Canada. Avec la taxe et tout. Qui fait moins qu'un téléphone à 500 $ comme le Samsung que tu as mentionné ici. Fait que c'est un gros compromis
Hein? Pour On quelqu'un qui est passe de amateur de techno, l'ascétisme au masochisme, c'est en train de nous dire ça, toi. exactement. Faut vouloir Mhm. souffrir un peu. J'écris un billet là-dessus, puis je dis que c'est un téléphone qui va plaire beaucoup parce qu'il est bien fait, il est beau, il est conçu pour ne pas être sexy. Je sais pas comment le dire, mais c'est ça qu'on veut. On veut un téléphone qui est pas accrocheur, mais qui est très bien conçu, avec des beaux boutons pour prendre des photos, pour changer la luminosité. J'adore ça. Au lieu d'ouvrir ton téléphone puis d'être ébloui, très visible en plein jour, navigation super simple. C'est avec Wear ou Ear, un service alternatif de navigation. C'est très cool en noir et blanc de voir la navigation dans son écran. Plein de belles fonctions pour quelqu'un qui veut décrocher, mais il faut un public très averti, parce que tu risques après quelques heures de dire, ben, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, Hmm. je peux pas faire ça. Tu te limites beaucoup, C'est mais c'est volontaire, faut que ce soit fait su, pour ouais, ça. faut l'assumer. Ben oui. Il est super bien conçu. Tu as des petites vis à l'arrière si tu veux remplacer la pile à un moment donné. Fait que c'est conçu pour durer. Fait qu'encore une fois, si tu dis dans 5 ans, je vais encore l'utiliser, tu l'utilises comme téléphone pour tes vacances, tu l'utilises la fin de semaine. J'aurais aimé, puis ça encore une fois, c'est le truc qui, je pense, va faire la grosse différence, c'est que j'aurais aimé l'utiliser avec une eSIM. Parce que pour l'instant, tu peux pas Ouais. utiliser une eSIM. Imagine que tu es en déplacement, en vacances, tu veux décrocher, ben tu gardes ta SIM dans ton téléphone régulier, mais tu gardes dans ta poche ton téléphone l'iPhone 3 avec une eSIM que tu peux utiliser quand tu veux décrocher de ton Ben oui, téléphone voilà. régulier. Mhm. Ça, j'ai bien hâte que cette fonction-là, ça devrait s'en venir. Et les langues, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année, selon les gens. Et ça, ils travaillent sur différentes langues. La compagnie existe depuis 10 ans, donc le téléphone, là, c'est pas une compagnie, c'est une compagnie qui est bien établie. Le Ben, l'iPhone 2, troisième génération de l'iPhone téléphone, 2 quand est même, ben encore oui. supporté, exactement. Fait que tu peux encore l'utiliser si jamais, puis il est beaucoup moins cher. Il est gros comme une carte de crédit, mais comparativement au l'iPhone 3, là, on tombe vraiment dans le Ouais. minimalisme extrême. Là. On téléphone, on texte, l'écran est minuscule et pas très réactif. Avec l'écran OLED, on est dans une autre dimension. Mais c'est plus cher. Mais il est Ben, beau. c'est sûr que l'écran est autrement plus joli, oui, puis l'appareil a l'air plus le fun, Exactement. plus séduisant. Et ça en dit long sur ce qui fait qu'on accroche à nos téléphones. Oui, exactement. La Et ça, technologie est c'est une séduisante. option gratuite. Si on veut, hein, dans vos téléphones, les iPhones, les téléphones Android, tu as un mode nuance de gris. Dans les options Exact. d'accessibilité, Oui. ça coûte rien. Tu peux revenir en arrière quand tu veux. Essayez votre téléphone en mode nuance de gris. Vous allez voir que votre téléphone devient subitement moins sexy. Pour regarder des photos, entre autres, c'est vraiment pas beau. Il y avait une étude de chercheurs américains, je l'ai cité l'autre jour et j'ai oublié le nom de l'université, mais ils ont fait le comparatif téléphone, Hmm, téléphone en grayscale, en nuance de gris, et la moyenne quotidienne d'utilisation de l'appareil baissait de 37 minutes par utilisateur quand on passait en mode gris. Je ne sais pas sur quelle durée de temps on l'utilisait, mais c'est quand même une demi-heure dans votre journée en moyenne. Donc, ça marche. oui, C'est chiffrable. Et si vous sauvez une demi-heure, ben, c'est une demi-heure, c'est quand même pas rien. Donc, oui. un bénéfice de ces appareils-là, définitivement. Et dernière note qui est très drôle, comme je te dis, l'interface est toute en noir et blanc. Quand tu prends des photos, étrangement, les photos apparaissent en couleur. Fait que l'écran Ah, ben ça, est c'est bien. couleur, Ben oui, oui. l'écran est couleur, sauf Mhm. qu'on met pas ça de l'avant, c'est seulement quand tu regardes tes photos que tu peux le faire. Et encore une fois, tu peux prendre des photos puis désactiver la fonction album photo pour ne pas les voir dans ton téléphone. Tu peux les prendre, Pour mais pas pas les passer du voir. temps, ouais. Et tu veux pas ça. Fait que ceux qui sont vraiment accros peuvent vraiment choisir application par application. Et évidemment, on touche du bois pour que de nouvelles applications. Je pense que c'est un bel appareil. Là. Quand beaucoup de gens disaient que c'était la référence en termes de téléphone minimaliste, j'ai bien hâte de voir si des compatibilités, entre autres, paiement mobile, services musicaux, ça pourrait être vraiment le fun. Puis TikTok, évidemment. Moi, je veux TikTok dans mon téléphone minimaliste. Ben oui, je comprends. C'est très minimaliste. Ça te le prend. Des vidéos La journée, verticales, la journée où il y a minimalistes. TikTok dans un téléphone minimaliste, il y a un échec total qui est là. Il n'y a pas de navigateur web dedans, mais tu as une petite fonction qui permet de faire, c'est un répertoire, tu peux taper le nom d'un établissement, puis boum, les coordonnées de l'établissement apparaissent. Fait que tu n'as pas la recherche TikTok Google Lite. complète. C'est Ouais, vraiment ça serait drôle. dans un téléphone, mais pour le 1er avril, ça serait vraiment un bon gag. On va mettre une version light de TikTok dans un TikTok téléphone Lite. minimaliste. Oh, j'aime Ben, ça. le problème, c'est que s'ils font ça
à la blague, ça pourrait être pris sérieusement et il pourrait se rendre compte que les gens préfèrent la version allégée. Mais Mais bon, pour te dire, ils ont le sens de l'humour parce que sur le téléphone, quand tu l'achètes, il est marqué ne n'achetez l'achetez pas pas. le Lightphone, C'est quand même signé par audacieux. l'alliance des grosses compagnies qui veulent voler ton attention et ton temps. Fait qu'ils ont un certain sens de l'humour, fait que je pense que ça Ils serait savent, ils drôle. connaissent leur public, clairement. Ouais, ouais, ouais. Merci Pascal. Je vais parler, moi, de nouveautés. C'est assez niché ce dont je vais parler, mais ça complète quelque chose qui est quand même assez populaire. J'en ai parlé l'année dernière et là, je l'ai pas, ça me prendrait 4 mains pour vous en parler, mais en fait, c'est un kit de moniteur externe pour portable d'une compagnie qui s'appelle Xebec, X-E-B-E-C. Et depuis 4-5 ans, je les croise à chaque année au CES et les gars, c'est des tripeux, littéralement. Oui. Ils ont créé leur kit qui s'accroche sur le dessus du moniteur de son ordinateur portable, Mac ou PC. Et sur lequel, celui-là, c'est la version Snap. À la fois, on rabat les deux bases, dans le fond, magnétisées, sur lesquelles on accroche des moniteurs externes de 13 pouces, si je ne me trompe pas, chacun. Et là, on a un setup de 2 ou 3 moniteurs sur son ordinateur portable. Et c'est très bien, et c'est très bon. Et moi, je l'utilise beaucoup, beaucoup quand je suis à l'extérieur, parce que ça donne un écran énorme, beaucoup d'affichage. Et l'affaire, c'est que c'était juste ça. Et là, ce qu'on a fait cette année chez Xebec, c'est qu'on a ajouté des accessoires pour rendre ça un petit peu plus polyvalent, un petit peu plus personnalisable, disons-le comme ça. Et j'ai reçu ces accessoires la semaine dernière et déjà, je sais que je vais les intégrer parce qu'ils sont vraiment très chouettes et ils vont me permettre de faire ma balado, la balado qu'on fait ensemble, Pascal, à distance, à l'extérieur de la maison. Donc, quand je serai à l'extérieur cet été pour plein de raisons, notamment parce que la famille. Et là, je vous laisse finir la phrase dans votre tête avec ce qu'on fait en famille l'été. On s'en va ailleurs, évidemment. On va pouvoir faire quand même une tasse de tech. Et donc, on sera là. Et parmi les accessoires, il y en a 3. Il y a ça, il y a ça et il y a ça. Mystère. D'accord. Pour ceux Donc, qui ne te regardent pas, Alain, c'est un peu ben, je le sais, délicat. je fais un petit peu exprès. Mais bon, il faut savoir que la base comme telle qu'on installe sur son ordinateur fonctionne avec une connexion USB-C sur son laptop. Et si on veut deux écrans fonctionnels, 2 moniteurs externes, il faut utiliser faut utiliser 2 ports USB-C. Ils ont un module pour jumeler tout ça dans une seule entrée USB. Mais rapidement, on manque de ports USB sur son ordinateur si on utilise ça, si on n'a pas un MacBook Pro de la mort, là. Parce que souvent, même sur du côté Windows, du côté PC, on n'a pas beaucoup de ports USB-C. Mais le MacBook Pro en a 4. Fait que celui-là, c'est vraiment pas un problème. Les autres, ça devient plus compliqué plus rapidement. Donc, ce qu'on a créé, on a créé 2 choses. Ce qui est le fun, c'est qu'on a ajouté un module qui permet de n'utiliser qu'un moniteur externe, mais au lieu de le mettre à gauche ou à droite, on utilise cette espèce de module qui est essentiellement juste un truc mécanique là, qu'on pivote et on peut mettre le moniteur au-dessus du moniteur de son ordinateur portable pour avoir 2 écrans, mais un par-dessus l'autre. Ce qui est une fonction pas mal le fun parce que ça permet d'avoir j'ai juste l'expression real estate, mais plus d'écran à la verticale, ce qui est quand même assez le fun. Et ce qui permet aussi, quand on veut, si par exemple vous êtes un vendeur immobilier, je ne sais pas, sur la route, un vendeur qui fait beaucoup de présentations sur son ordinateur puis qui passe son temps à tourner son ordinateur pour le client, vous prenez votre portable, vous avez votre moniteur, vous avez un deuxième moniteur au-dessus, et là, vous le pivotez dans le sens inverse. Et là, vous avez un moniteur qui affiche, dans le fond, le même écran ou un écran complémentaire vers la personne qui est devant vous. Donc ça, c'est vraiment juste ça, pour moi, ça vaut la peine, j'achèterais ça juste pour ça, parce que c'est le fun quand on rencontre des gens et qu'on veut voir, on veut leur montrer quelque chose sans avoir à toujours tourner son laptop ou s'asseoir du même côté de la table, ça devient compliqué rapidement. Donc ça, il y a ça. Ça, c'est un petit adaptateur qui coûte 145 $ quand même. Ça s'ajoute au prix de 550 $, je pense, du kit de base, du Snap. Et après ça, ben, il y a ce petit connecteur-là ici. C'est une base magnétisée. Donc, elle, on la pose sur une des 2 plaquettes d'un côté ou de l'autre de l'appareil et ça agit comme un socle pour iPhone. C'est un chargeur magnétisé MagSafe. Oui. Donc, c'est pratique si vous avez un Mac, par exemple, et un iPhone, et que vous utilisez les 2 moniteurs qui occupent les 2 ports USB-C de votre MacBook Air, par exemple, et que vous n'avez plus de place pour charger votre iPhone, ben là, vous pouvez le faire avec ça. Vous la posez et ça fait un petit écran d'appoint. Là, vous pouvez faire 2 choses. Vous pouvez juste le laisser là, c'est bien cool. On peut aussi, je pense, parce qu'on peut le faire sur iPad, on peut faire une extension de l'écran sur son appareil mobile chez Apple. Ben oui. Donc, ça peut faire un petit moniteur d'appoint. Et évidemment, vous pouvez à partir de là jumeler, vous pouvez faire un partage d'écran, vous pouvez faire bien des affaires avec un Mac et un iPhone côte à côte, mais ça permet évidemment d'avoir son téléphone devant soi, de voir ses alertes au minimum sur son iPhone. Et ce que j'espère, je ne l'ai pas essayé, mais ce serait le fun de pouvoir le configurer à l'envers pour utiliser la caméra du iPhone comme caméra web, ce qu'on peut faire déjà avec, ça prend un autre genre de petits
un petit socle pour l'iPhone pour le faire, mais si on peut le faire à même ce connecteur-là, ben là, ce sera en plus un chargeur pour l'iPhone, donc on s'en servira comme caméra, mais de façon aussi longtemps qu'on veut, et ce sera un gros plus. Et le troisième élément, celui que moi je recherchais depuis longtemps, c'est une lumière, tout simplement, un petit éclairage à Dell qui se connecte, qui a la même dimension essentiellement que le connecteur MagSafe pour iPhone et qui se pose bien sûr sur un des deux connecteurs du kit Snap de base. C'est une lumière qui est pas mal le fun parce qu'il y a deux niveaux d'éclairage. Attends un petit peu, il y a deux choses. Il y a un mode couleur, un mode noir et blanc, et il y a un mode de température de couleur. Mhm. Ça fait long à dire dans une seule phrase, mais ce qui fait qu'on peut ajuster l'intensité, on peut ajuster le fait qu'on la veut jaune, bleu, bleuté, jaunâtre, un peu chaude ou moins chaude, et ainsi de suite. Et on peut aussi, si on veut vraiment colorer la lumière, prendre un mode multicolore et là, passer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est super pratique parce que c'est une lumière qui peut être adoucie et qui va vous donner une lumière, même si vous êtes dans un environnement peu. Et quand on reçoit des invités à la balado, on n'arrête pas de leur dire déplacez-vous de devant la fenêtre parce que la fenêtre ne fait pas un bon éclairage parce que souvent, on la met dans son dos. Et là, tout le monde est tout le temps à contre-jour et ça donne des conférences Zoom aussi assez plates quand on est au travail et qu'on veut parler avec des collègues. Donc, juste ça, ce serait une autre raison, à mon avis, d'acheter le kit Snap au complet parce que vous mettez la lumière et là, vous avez vraiment l'air d'un pro de l'appel vidéo. Sérieusement, moi, je suis prêt à dire, achetez ça, faites des appels avec vos boss et vous allez avoir une promotion avant la fin de l'année. Ils vont dire, cette personne est tellement habile, convaincante en appel vidéo qu'on va la mettre cadre supérieur, senior, tout de suite. Alain, sûr, avec sûr que ça toi, va on arriver. paie moins. Avec toi, on a des promotions. On Sérieusement, travaille c'est une et tasse on de gagne tech, plus. c'est comme wow! Oui, monsieur. Bon, évidemment, vos résultats peuvent varier. Hein? Sûrement, c'est important de le dire. Vous avez compris qu'on rigole quand même un peu, mais ça fait vraiment une belle différence d'avoir une bonne lumière. Les petites lumières de téléphone, c'est très pointu, c'est très. Ça donne pas, c'est pas un flash d'appareil photo professionnel. Ça, pour de la vidéo, ça fait vraiment toute une différence. Ça coûte 115 $. C'est quand même pas donné, mais ça vaut la peine parce que c'est un investissement, ça dure longtemps. Le kit que j'ai là, ça fait 1 an que je l'ai, je l'utilise couramment. J'ai facilement rentabilisé mon achat. Donc, moi, je ne peux que dire de belles choses à propos de ça. Une chose que je peux vous dire, c'est que si c'est beaucoup de petits bidules pour vous, ça, il existe des kits d'autres marques beaucoup moins chers. La qualité de l'affichage, la durabilité des matériaux, ces choses-là peuvent varier. Là. Souvent, c'est moins cher, mais c'est aussi de moins bonne qualité. Xebec, c'est pas le kit de moniteur externe le plus abordable. Mais de ceux que j'ai essayés, parce qu'il en existe d'autres et j'en ai essayé d'autres, c'est devenu mon préféré. C'est devenu vraiment celui qui m'apparaît le plus durable, le plus facile à utiliser aussi, parce qu'il y a une petite pochette, ça se branche vite, ça s'installe vite, ça tombe jamais, ça brise pas. Et les gars, je dis, on les croise, c'est pas une grosse multinationale, c'est des tripeux là, qui font ça, et ils sont vraiment très heureux quand on leur parle de leurs produits. Et j'ai quelques petites questions pour eux qui, sait-on jamais, vont peut-être se transformer en produits accessoires l'année prochaine, parce qu'ils sont comme ça. C'est des gens très approchables. Ils sont à l'affût de ça. Tu Ouais. parles, Alain, le kit de base Xebec est pas donné, c'est 721 $ américains, mais je vois qu'il y a des boîtes ouvertes Voilà. à 432, presque moitié prix. Alors, ceux qui seraient intéressés et qui ont confiance, moi j'aurais confiance parce que c'est une compagnie quand même assez fiable, c'est du bon monde. S'ils te donnent une boîte ouverte, ils ont dû valider que c'était correct, que ça fonctionnait bien, pas beaucoup d'usure ou pas d'usure du tout. 432 $, 600 quelques Canadiens, presque c'est pour 2 écrans, 2 moniteurs, le kit Xebec et la possibilité d'avoir ses accessoires. Ça peut être assez chouette. Merci. Ben, en tout cas, c'est un produit qui coûte un petit peu plus cher. Tout coûte cher, on le sait, là, évidemment. C'est pour ça qu'on fait des livres pour suggérer aux gens de payer moins. Mais ça, c'est un truc qui peut, avec une souris ergonomique, là, révolutionner votre travail mobile. Si vous travaillez sur un ordinateur portable, souvent, là, qui va augmenter votre productivité, je suis pas mal certain. Xebec Snap avec ses accessoires, c'est de ça dont il était question. Merci voilà. Alain, une belle suggestion de produits. Téléphone minimaliste et écran, accessoires pour écran, pour avoir un maximum de... Les deux extrêmes, petit écran ou pas d'écran, beaucoup d'écran et grand écran, effectivement. T'as bien Tout ça portable dans son sac à dos, dans sa poche. Si voilà. vous pensez à la souveraineté de vos données, HTTP... je retourne en 2000, je donne HTTP //toaster.ca /UTDT
planetoaster.ca UTDT. Jetez un coup d'œil là-dessus si vous voulez avoir vos données au Canada. TELUS, Plan Hub, merci d'être avec nous pour permettre ce podcast. Cogeco Média pour la mise en onde. Alain McKenna, je te remercie. On peut te lire dans la presse et on peut aussi lire l'excellent livre Payez moins. Je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai bien hâte d'avoir ta copie dédicacée. Oui, ben, il va falloir que je sorte de mon bureau à un moment donné, parce que c'est un peu ça qui me limite, c'est que j'ai pas eu le temps d'aller en ville ben. Mais bon, ceux que ça intéresse, si vous voulez une copie dédicacée, je suis au Salon du Livre de Québec la semaine prochaine, vendredi le 11 en après-midi. Sinon, en bonne librairie, c'est en librairie depuis hier, donc c'est là, vous pouvez l'acheter, ça vaut la peine. Payez moins. Sinon, ayez du plaisir. Ayez plus de fun aussi au courant de la semaine qui s'en vient, parce qu'on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech et on vous veut de bonne humeur. Salut tout le monde!